Franchement, c'est pas mal, hein. Je trouve que les voitures, elles ont bien la place pour s'arrêter. Tiens d'ailleurs, regarde, il y en a une qui arrive là. Et yes, c'est bon, elle s'arrête. Bonjour, nous sommes deux autostoppeurs qui sommes partis de Toulouse il y a maintenant 2 jours et demi. Nous sommes partis sans argent, sans logement, et nous allons dans les Alpes pour y descendre une piste de ski en luge. Est-ce que par hasard vous iriez dans la bonne direction? Voilà, cette petite introduction théâtrale, ça représente le quotidien que nous avons vécu pendant 4 jours au mois de janvier de cette année. Pour comprendre comment on en est arrivé à cette situation, il faut remonter à novembre, lorsque Nance et Moutz, de l'émission Nuit et culottée, que vous connaissez probablement, sont venus donner une conférence à l'INSA. Ça nous a beaucoup plu et ça nous a donné des idées. Et nous avons décidé de réaliser notre propre défi. Descendre une piste de ski en luge dans les Alpes au départ de Toulouse. À cela s'ajoutaient quelques règles, et pas des moindres. Nous sommes partis sans argent, sans téléphone, sans logement réservé, et en évitant de prendre l'autoroute pour découvrir au maximum les régions. Nous avions également une contrainte temporelle, 5 jours. Nous sommes partis un mercredi des vacances, et le lundi, théoriquement, nous devions être en cours. Ce qui nous donnait 5 jours pour faire l'aller-retour. Les seules choses que nous pouvions emporter étaient de l'eau, de la nourriture, une carte de France, des vêtements et 2 caméras pour filmer notre périple. À ce moment-là, vous devez vous demander, mais pourquoi diable ont-ils décidé de faire ça? Parce que nous sommes un peu fous? Sans doute. Mais surtout, nous voulions revenir à la définition du mot voyage, qui est se déplacer d'un point A à un point B, d'une manière ou d'une autre. Souvent, on associe ce mot à ce qu'on va faire une fois arrivé à destination, une fois arrivé à ce fameux point B. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est normal qu'on parle que de la destination, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces trajets nous ennuient. Et d'ailleurs, qui ne s'est pas demandé dans sa voiture quand est-ce qu'on arrive. Ces voyages sont la plupart du temps très très bien organisés également, et ne laissent la place à aucun imprévu. Et nous, justement, avec Mathieu, on voulait faire en sorte de sortir de ce schéma de voyage prévu, d'ouvrir les bras à l'imprévu et de profiter à fond. Vas-y. Et vas-y. T'inquiète. En fait, ce voyage, c'était juste un prétexte pour nous. L'objectif était vraiment de nous mettre dans cet imprévu. Et alors, maintenant qu'on vous a expliqué un petit peu plus la démarche, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le voyage. Alors, tout démarre le 3... Le 3 janvier 2024, oui. Attends, mais remets. Ah ben là, ça bug. Ah, ça bug? Ouais. Oula. Voilà. Ah, il nous manque une diapo. Vas-y, enchaîne. Bon, tout démarre le 3 janvier 2024, au rond-point de l'INSA, lorsque nous partons. À ce moment-là, je rejoins Sacha, au rond-point de l'INSA, et à ce moment-là, on n'est pas si stressé, et comme vous pouvez le voir, bien moins que maintenant, bien moins que quand on parle devant vous, devant 150 personnes. Et pourtant, à ce moment-là, nous ne savions pas où nous allions. Notre amie Lisa, qu'on salue d'ailleurs, nous a fait monter dans sa voiture les yeux bandés, et nous a emmenés dans la campagne toulousaine. À ce moment-là, nous nous sommes retrouvés seuls et notre voyage pouvait commencer. Nous sommes rapidement repérés, nous avons établi un itinéraire et nous avons commencé à faire du stop. Cette première journée, elle a été assez productive. À part un passage un petit peu compliqué dans le plateau du Larzac, où nous avons croisé plus de brebis que d'êtres humains, nous avons bien avancé. Nous avons même rencontré Benny, une Vénézuélienne installée en France, qui, après nous avoir pris en stop, nous a directement proposé de dormir chez elle. Une vraie aubaine pour nous qui ne savions pas sous quel toit nous allions dormir cette nuit. Et elle nous a alors accueillis dans sa grande maison de pierre, au coin du feu, et nous a offert gîte et couvert avec une gentillesse incroyable. Nous nous situions alors à Ganges, dans les Cévennes, dans le département de l'Hérault. Et c'est le soir, dans notre lit, que nous sommes rendus compte de la place que prenait l'imprévu dans notre voyage. Maintenant, imaginez le déroulé de cette aventure comme un arbre aux possibilités infinies et incontrôlables. Demain, avec Mathieu, on pourrait décider de refaire le même voyage avec d'autres gens qui nous aident, d'autres gens qui nous hébergent et d'autres gens qui nous prennent en stop. En fait, la destination serait en quelque sorte la même, quelque part dans les Alpes, mais la façon d'y parvenir serait complètement différente. Mais pourtant, laisser la place à l'imprévu n'est pas quelque chose de facile, surtout aujourd'hui dans nos vies où tout ou presque est contrôlable. On est d'ailleurs tenté de planifier un voyage de A à Z, et Internet aidant beaucoup à la chose. Mais apprendre à lâcher prise, à laisser ne serait-ce qu'une petite place à l'imprévu dans nos vies, dans un voyage de manière générale, peut nous réserver bien des surprises. Et on l'a vécu avec Mathieu au cours de ce voyage, nous amener à faire des rencontres magiques. Mais revenons au périple. Nous venons de nous lever chez Benny, nous prenons le petit déjeuner et nous partons.
D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient, on n'a jamais vraiment eu faim. Là, vous voyez le paquet de chez Marie Blachère. On avait d'ailleurs récupéré les invendus d'une boulangerie. Les invendus, c'est ce qui n'est pas vendu par définition et qui finit donc à la poubelle. Et d'ailleurs, c'est en faisant ça qu'on se rend compte de la quantité de nourriture qui est jetée tous les jours. Bien malheureux. Et on avait d'ailleurs tellement de pain au chocolat, tellement de viennoiseries qu'en fait, on en proposait aux gens qu'on croisait, aux gens qui nous prenaient en stop. Et ce jour-là, on a une dizaine de voitures qui nous prend en stop. Et il est 16h-17h. On décide de s'arrêter au prochain village, qui est le village de Bolène, pour essayer de trouver un petit bout de canapé pour y passer la nuit. Et là, ça peut paraître assez impensable, mais il nous a fallu toquer à une seule porte pour que la famille Bavet, que l'on salue d'ailleurs, nous accueille les bras ouverts. Et j'aimerais aussi ajouter que lorsqu'on demandait le gîte à quelqu'un, on leur disait « on veut que ça vous fasse plaisir à vous aussi de nous accueillir chez vous ». Pour qu'en fait, il y ait une espèce de partage ou d'échange, on peut dire ça comme ça, et que ça aille dans les deux sens. Et s'il y a quelque chose à faire dans l'appartement, dans la maison de la personne, on le faisait volontiers. Et du coup, c'est après avoir soupé et passé la soirée avec la famille Bavet qu'on allait dormir avec Mathieu. On avait une chambre pour nous et un grand lit double. Et on a commencé à ressentir, on la ressentait déjà, mais une émotion assez particulière qu'on peut ressentir, que tout le monde peut ressentir aujourd'hui. Et en fait, c'est l'émotion de la gratitude envers une famille d'inconnus qui nous avait accueillis chez eux. Ce qu'on ressentait à ce moment-là, ce qui a provoqué ça, c'était en fait la bienveillance des gens. Je me rappelle de mon père qui, avant que je fasse le voyage, m'a dit « Tu sais mon fils, on vit dans le monde réel, c'est pas les bisounours, et tu vas dormir dehors dès le premier soir. » Et je pense que dans la salle, il y a plein de personnes, ou surtout des parents, qui seraient amenés à penser la même chose, et de manière totalement légitime. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'information elle circule très vite, et les mauvaises nouvelles, les drames, les catastrophes sont vachement mis en avant. Et avec ça, en fait, on est dans un climat d'angoisse où on cultive la méfiance de l'autre. Et ça nous amène parfois à oublier l'importance de l'entraide. Mais cette entraide, elle n'a pas disparu, notre histoire en témoigne. Et aujourd'hui, on est vraiment fiers de pouvoir vous partager notre expérience sur scène, parce qu'en fait, on a réussi à se faire héberger chez des gens sans que ce soit une tâche trop ardue. Et même si on estime mieux avoir eu de la chance, la bienveillance des gens qu'on a pu rencontrer, ça, on ne peut pas leur enlever. Et en quelque sorte, ça nous a, et aussi aux gens à qui on a pu le raconter, et on espère à vous aujourd'hui, en quelque sorte, redonner un petit peu foi en l'humain, et on trouvait ça vraiment beau. Mais la bienveillance et la gentillesse des gens qu'on a pu rencontrer, elle ne s'arrête pas là. Nous en sommes qu'au deuxième jour de notre histoire. Le troisième jour, nous sommes réveillés par une pluie battante, de quoi nous donner envie de rester au lit, mais pas le choix, nous devons continuer. Lorsque nous descendons au salon de la famille Bavet qui nous avait accueillis, nous nous rendons compte qu'ils nous ont laissé des sandwichs, et ça nous a vraiment réchauffé le cœur et donné la force pour entamer cette journée. Les débuts ont été un petit peu difficiles, comme je vous l'ai dit, il pleuvait, et les gens sont beaucoup moins enclins à nous prendre en stop lorsqu'il pleut. Mais on a quand même eu de la chance, on est tombé sur Jeff, un ancien videur de boîte de nuit, qui se rendait directement à la station Super d'Evoluy, lieu sur lequel il avait travaillé. Et pour nous alors, énorme aubaine. On allait le faire, ça y est, on allait rejoindre une station de ski, on allait réaliser notre défi. Et pour ajouter un petit peu de magie à tout ça, sur les derniers kilomètres, on a une très grosse chute de neige, une des plus grosses de ces derniers temps d'après Jeff. Une fois à la station, nous sommes directement allés réaliser notre défi. On n'avait que ça en tête. On est donc allé voir un loueur de matériel et on a demandé si on pouvait lui emprunter sa luge. Il a accepté et nous sommes donc partis sur les pistes, avons donné notre caméra à des inconnus et on l'a fait. On a descendu une piste de ski en luge dans les Alpes au départ de Toulouse, sans argent, sans téléphone, sans logement réservé. Surréaliste. Merci. Après toutes ces émotions, on avait un petit creux, et donc cette fois-ci, on a décidé de tenter notre chance, non pas dans une boulangerie, mais directement dans un restaurant. On est allé voir le gérant et on lui a demandé s'il n'avait pas quelque chose de raté, quelque chose qu'il ne pouvait pas vendre, qu'il pouvait nous donner. Et il nous a fait 2 gaufres au Nutella parfaitement réussis. Encore une fois, une preuve de gentillesse incroyable. Et à ce moment-là, tout était si fluide qu'on n'arrivait pas vraiment à réaliser ce qui nous arrivait. Mais ce qui était sûr, c'est qu'on vivait chaque moment intensément. Souvent avec Mathieu, au cours de ce voyage, il est arrivé de se poser, de réfléchir et d'essayer de mettre des mots sur ce qui était en train de nous arriver. Là, ça faisait 2 jours et demi qu'on était partis avec Mathieu et on avait déjà réussi notre défi. Mais honnêtement, on avait l'impression que ça faisait beaucoup plus, peut-être 2 semaines, en fait, tellement notre relation au temps avait été modifiée d'une certaine façon. Et j'ai maintenant qu'elle a été modifiée par 2 facteurs. Le premier, c'est le fait de ne pas avoir de téléphone.
qui, en fait, juste un facteur un peu mathématique, on n'a pas de téléphone, donc c'est quelques heures qu'on perd tous les jours à être sur notre téléphone, bah, on les gagnait, et du coup notre journée était un peu plus longue. Le second facteur, qui est peut-être un peu moins évident, c'est le fait qu'on était toujours dans le moment présent. C'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais on était vraiment en train de le vivre, ce moment présent. Je m'explique. Quand on était au bord de la route avec Mathieu, on ne savait pas où on dormirait le soir même. On ne savait pas ce qu'on ferait le lendemain. On ne savait même pas si dans 10 minutes on serait toujours au même endroit, en train d'attendre, ou si au contraire, on serait dans la voiture d'une inconnue ou d'un inconnu. Et en fait, c'est le fait de toujours être dans cet imprévu qui était en quelque sorte reposant. Et nous, c'est en partant, c'est ça qu'on cherchait, cette espèce de déconnexion. Mais revenons au périple. Nous avons réussi notre défi. On peut se dire qu'il est temps de partir, de rentrer à Toulouse, mais il est tard. Donc trop tard pour partir si on veut espérer rentrer un jour sur Toulouse, en tout cas pas dans la nuit. Donc nous décidons donc de passer la soirée à la station et de rentrer le lendemain. Le seul point d'accroche qu'on connaît, c'est le bar où avait travaillé Jeff. Rappelez-vous, l'ancien videur de boîte de nuit. Nous allons donc dans le bar et nous rencontrons la barman, Pili, que l'on salue, et on lui demande si on pouvait juste se poser sur le bar, enfin pas sur le bar, mais dans le bar, pour sans consommer en fait et juste passer un peu de temps. Elle nous répond par la positive et son premier réflexe, en entendant notre histoire, c'est de nous offrir une bière chacun. Avec Mathieu, on était un peu hésitant au début, puis on a accepté. Et là, la soirée est complètement imprévue, mais la soirée commence. Des saisonniers commencent à arriver, des skieurs commencent à arriver. Nous, forcément, on se sociabilise parce que c'est un peu le but de notre voyage. Et bon, les gens, en écoutant notre histoire, veulent nous offrir des bières. Nous, franchement, au début, on était un peu gênés, on refusait presque. Et puis, on s'est vite pris au jeu, sous la pression sociale, on va dire. Et en se promettant que ces gens-là, si on les recroisait un jour à Toulouse, on leur rendrait l'appareil. On a d'ailleurs pris leur contact. Donc, il est 21h, 22h, la soirée bat son plein. On ne sait toujours pas où on dort ce soir, mais on est étonnamment serein, en tout cas beaucoup plus que les autres soirs. Et à un moment, j'étais en train de raconter à quelqu'un notre histoire pour la énième fois, mais avec grand plaisir. Et quelqu'un me tapote l'épaule derrière moi et me dit, vraiment mot pour mot, les gars, votre histoire, je suis en train d'écouter depuis tout à l'heure, elle est incroyable. Si vous voulez, demain, vous passez à mon shop, c'est un saisonnier. Vous passez à mon magasin, et moi, c'est pas une luge que je vous prête, c'est des snows. Et moi, je me retourne vers Mathieu, et je lui dis avec un grand sourire, demain, Mathieu, on fait du snow. Donc la soirée continue, finalement, on finit par dormir chez Pili, la barman, qui avait en fait un lit en plus, qui nous a proposé gentiment de nous héberger. Et donc, le lendemain matin, l'objectif est clair, on va faire du snow. La première chose qu'on fait quand on se lève, c'est aller dans la boutique qu'on nous avait indiquée la veille pour voir si on pouvait effectivement les récupérer. Et oui, on ne nous avait pas menti, on nous a bien équipés avec chaussures et planches pour faire du snow. Il ne manquait plus qu'une chose, descendre une piste. Et donc pour ça, rien de mieux qu'un forfait. On avait parlé de notre projet la veille aux gens avec qui on avait passé la soirée, d'obtenir un forfait, et tous nous avaient dit que c'était impossible. Que jusque-là, on avait eu beaucoup de chance déjà et que ça commençait à faire un peu beaucoup. Ça ne nous a pas démotivés et on est parti directement à l'administration de la station avec nos snows sur l'épaule. Ils ont été un peu surpris de nous voir débarquer, mais ils nous ont écoutés. Et après 10 minutes de discussion et une discussion entre un employé et la gérante, on a finalement réussi à obtenir une remontée jusqu'en haut de la station, le Graal. Sur le télésiège, lorsque nous montions, nous pensions à tout le chemin qu'on avait parcouru, à toutes les étapes qu'on avait franchies et à toutes les fois où on nous avait dit que c'était impossible et où on l'a quand même fait. En un sens, on s'est senti inarrêtable alors qu'on n'avait absolument rien. Cette piste, on l'a savourée. C'était le point culminant de notre voyage. Vraiment, on ne pensait pas en arriver à ce point-là, mais on y était quand même. C'était vraiment un instant de joie intense. Peut-être qu'on a mis une demi-heure pour descendre la piste, on a pris toutes les vidéos possibles. C'était vraiment un instant magique. Et après ça, à un moment donné, il nous a fallu rentrer. Et une chose qu'on n'avait pas anticipée, c'est qu'on a décidé de partir un samedi, de retour de vacances, et que toutes les voitures étaient pleines. On a quand même fini par arriver à Toulouse à 23h, complètement lessivés et pas vraiment sûrs de ce qui venait de nous arriver. Si je devais résumer ce voyage, je trouve que le dicton « qui ne tente rien n'a rien », pourtant un petit peu bateau, s'applique particulièrement bien. Si on ne tentait rien, si on n'osait pas, on n'allait probablement rien avoir, on allait probablement dormir dehors et on allait probablement avoir faim. On vous a dit tout à l'heure qu'on estimait avoir eu de la chance, c'est vrai, mais on s'est vraiment rendu compte du pouvoir de l'audace. On a obtenu bien plus que ce qu'on pouvait imaginer, simplement en demandant et toujours avec respect. Et dans la continuité de cet état d'esprit et avec la même énergie, on a décidé de vous présenter notre histoire aujourd'hui sur scène.
Alors bien sûr, on ne vous encourage pas forcément à faire pareil. On est bien conscient que partir comme ça à deux sans rien, enfin sans rien, pas tout nu quand même, mais sans rien, n'est pas donné à tout le monde. Mais si ce modeste talk peut vous donner des idées ou vous inspirer dans vos futurs voyages, alors avec Mathieu, on serait les plus heureux du monde. Habituellement, une conférence se termine par une série de questions du public, mais cette fois-ci, c'est nous qui vous en posons une. Et vous alors, est-ce que vous oseriez explorer une nouvelle manière de voyager?